Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Dans cette émission Pensée libre que nous animons aujourd'hui, nous accueillons Massa Louisa Azul. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes donc militante indépendantiste kabyle et militante des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui vous tient à cœur. C'est le sujet sur la montée de l'islam politique en France, un sujet d'actualité et qui vous tient spécialement à cœur. Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour. Effectivement, ce sujet est primordial pour moi et il est effectivement d'actualité. Il est, prépondérant, je veux dire. Ouais, prépondérant. D'accord. Alors la première question, on va directement attaquer le sujet d'aujourd'hui. La première question, c'est quels sont les signes de cette montée de l'islam politique en France, à votre avis ? Écoutez, le premier signe remonte maintenant, il y a très longtemps, c'était à Creil, les premières jeunes filles qui avaient porté le voile, qui avaient voulu imposer le port du voile au lycée. C'était le signe avant-coureur. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, le pouvoir français qui était de gauche n'a pas été à la hauteur. Et depuis, de jour en jour, les signes s'additionnent et s'amplifient. Donc actuellement, on constate une demande de nourriture halal dans les écoles de plus en plus. Là, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, mais quelles que soient les villes où on vit, si je puis dire, ou même petites villes ou grandes villes, on voit de plus en plus de femmes voilées. Il n'y a pas d'endroit où une femme voilée n'apparaît pas. Donc c'est vraiment le signe important. Un signe administratif, c'est le rapport sur les frères musulmans qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que M. Rotaillot a publié, bien que ce rapport est sorti en 2024. Mais M. Rotaillot a eu au moins le courage de le publier. Et puis, ça date d'aujourd'hui. Monsieur Macron vient de nous annoncer que d'ici la fin de l'année, il allait légiférer suite à la sortie de ce rapport. Donc, c'est que le sujet, ce n'est pas, ce n'est pas une fake news, comme on dit, c'est une réalité. Et si on ne fait rien, on sait où ça peut mener, puisque l'Algérie est passée par là. Avec la décennie noire. Avec la décennie noire. Donc, moi, je dirais qu'il faut... L'Algérie et la Kabylie, entre parenthèses. La Kabylie aussi. Donc, moi, je dirais qu'il faut réagir. Il faut pas se voiler la face. Il ne faut pas minimiser. Donc, il faut y réfléchir et, et prendre des décisions pour que cet islam politique, j'insiste bien, nous parlons de l'islam politique, nous n'englobons pas tous les musulmans, puisse reculer, qu'en France, on puisse vivre, que ce soit la liberté, la laïcité, la fraternité qui soit notre emblème et non pas l'islam politique qui prend de plus en plus de l'ampleur. D'accord. Alors, nous, notre préoccupation première s'adresse aux Kabyles et aux franco-kabyles vivant en France. Quel doit être leur comportement pour ne pas être emportés par cette vague verte de l'islamisme politique ? Eh bien, simplement, les Kabyles et les franco-kabyles aussi, bien évidemment, c'est se rappeler que le peuple kabyle a toujours eu un comportement, même si ça ne s'appelait pas laïcité, mais c'était une laïcité malgré tout. C'est pas la France qui a inventé la laïcité. En Kabylie, moi, je me souviens de mon père qui me disait c'était les personnes âgées, les hommes en particulier, qui allaient à la mosquée quand ils avaient 60, 70 ans, mais auparavant,
la religion, c'était à la maison. Absolument. Ouais. Voilà, donc c'est revenir à notre histoire, à ce que faisaient, au comportement qu'avaient nos aïeux. La religion, on a tous besoin de spiritualité. Ça, évidemment, l'humain se pose beaucoup de questions. Pourquoi on est là? Quel est notre devenir? Pourquoi être mortel? Donc, on a des peurs, on a des angoisses. Et effectivement, la spiritualité aide beaucoup de gens à mieux vivre. Mais de là à se faire happer par une religion qui nie ou qui détruit votre culture, je pense que c'est aller loin quand même. Parce que, d'un extrême à l'autre, alors. Évidemment. Donc, avoir de la spiritualité comme nos aïeux, comme nos parents, nos grands-parents le faisaient, faire le ramadan, l'Aïd, fêter ses fêtes, mais passer à ce que les jeunes kabyles portent le voile, que les jeunes hommes soient tout jeunes dans les mosquées ou habillés en djellaba, même en France, je trouve que c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Et le peuple kabyle a toujours été discret, a toujours su s'intégrer là où il est passé. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça ne veut pas dire qu'il oublie ses racines. Ça, je le dis, il ne faut pas oublier d'où on vient. Mais il ne faut pas se faire happer par rentrer dans une religion à l'extrême et qui détruit votre propre identité. Et qui est d'autant plus politique et purement politique. Tout à fait. Manipulation politique. C'est vrai que c'est très dur parce que je pense à certains de nos compatriotes qui vivent dans les cités entourés, évidemment, de personnes qui, elles, sont immergés dans cet islam politique. Je pense qu'il faut résister. Et si j'ai un conseil à donner, quand vous êtes dans un moment de faiblesse, écoutez Mahatoub. Écoutez tout ce qu'il a pu dire dans ses chansons. Je pense que c'est un moment de... Vous êtes obligé de vous réveiller, de vous dire, il a raison, je ne dois pas être emporté par la vague verte. D'accord, merci. La religion, elle est de l'ordre du spirituel lorsqu'elle est privée à la maison. Par contre, lorsqu'elle est ostentatoire, dans la sphère politique, elle est à des fins de récupération de pouvoir et d'assouvir ses besoins personnels au niveau politique, au niveau oui, c'est la même, tout simplement. C'est le pouvoir. Donc, rien à voir avec la spiritualité. Moi je trouve on est loin de la spiritualité. D'accord. Merci bien. Et la gauche française prend actuellement le communautarisme à des fins électoralistes. Comment expliques-tu le positionnement de la gauche française sur la montée de l'islam politique? Alors la gauche française, en particulier, et les filles, du fait qu'ils prônent l'universalisme, parce que pour eux, on n'a pas le droit de se battre pour une identité. Parce que quelque part, c'est être raciste. Voilà, c'est mettre en avant son identité. Comme moi, je reconnais la population française. Je sais qu'en France, il y a des Français de souche. Je ne vais pas dire ça n'existe pas. Comme dit Monsieur Mélenchon, on est tous créolisés. Non. Ils ont la France a une histoire, une grande histoire. C'est un grand pays. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que beaucoup de gens viennent vivre en France, parce que c'est une riche civilisation. Et je ne me permettrai pas de leur interdire de mettre en avant leur culture, leur histoire, leur religion. Mais la gauche, elle veut éteindre cette... comment dirais-je surtout la culture occidentale. La culture occidentale, elle met en avant que cette culture a été colonialiste. Bien évidemment qu'elle a colonisé la France, l'Angleterre, ont colonisé beaucoup de pays. Mais c'est il y a 60, 70 ans, je pense qu'il faut avancer. Il faut pas faire du surplace ou regarder perpétuellement en arrière. Il y a eu des pays qui se sont affrontés et ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, on avance, quoi. Donc, ils se servent de cette histoire de colonialisme
de l'universalisme qui porte. C'est une bonne chose, là, l'universalisme, mais ça dépend ce qu'on en fait. Et donc, de ce fait, ils estiment que ne pas accepter les musulmans, surtout ceux qui prônent l'islam politique tels qu'ils sont, c'est du racisme. Mais en réalité, c'est simplement à des fins électoralistes. Ce qui est bizarre, justement, c'est de remplacer cette identité qui est concrète, qui est française ou autre, par une identité religieuse. L'islamisme. Mais parce que là, en l'occurrence, être musulman, c'est adhérer à une religion. Et ces partis de gauche remplacent l'identité, qu'elle soit française ou qu'elle soit kabyle ou qu'elle soit, disons, nord-africaine ou européenne, par une religion elle-même, ce qui est assez bizarre. En fin de compte, la gauche française, elle est comment dirais-je, elle a fait sienne de ce qu'on appelle actuellement le wokisme. Donc tout est racisé, tout est comment dirais-je, et à tout moment, on essentialise les gens. C'est-à-dire, on parle des gens, des musulmans, des arabes, des noirs, des LGBT. On renvoie les gens à une essentialisation. Et quelque part, donc, ça les arrange de renvoyer les musulmans, la population musulmane, alors qu'elle est diverse et variée, au côté arabes et musulmans. Mais en réalité, quand on cherche bien, c'est parce que c'est un mépris de ces populations. Ils sont persuadés, il faut qu'ils assignent ces populations dans les banlieues à rester toujours inférieures. Ils sont persuadés que c'est eux qui ont un comportement colonialiste. Parce que quelque part, pour eux, ces populations n'évolueront pas. En restant accrochés à une religion qui décide de tout, c'est une manière de pas se libérer, de ne pas évoluer. Et quelque part, la gauche se dit, en se maintenant dans cette situation, ils voteront toujours pour la gauche, certainement pas pour les autres partis. Et donc, quelque part, la gauche leur ment. C'est un mensonge éhonté. Un comportement d'opportunisme et de prédation, quelque part. Mais oui, tout à fait. Mais ce que la gauche se trompe, parce que sur beaucoup de gens citent cet exemple, c'est que l'ayatollah Khomeini, quand il a quitté la France, d'ailleurs, il avait été hébergé en France, et quand il a pris le pouvoir en Iran, il avait été aidé par la gauche iranienne. La plupart de ces gens ont été iraniens, pardon. Ils ont été pendus ou emprisonnés peu de temps après. Donc je pense que la gauche française se fait des illusions. L'islam politique est beaucoup plus puissant que la gauche française. Mais ça, pour le moment, ils sont persuadés qu'ils sont les plus forts, qu'ils détiennent la vérité. Moi, juste un petit exemple. Moi, je suis là où je travaille, je discutais rapidement avec un collègue d'un syndicat qui est plutôt proche de LFI. Et donc, à un moment donné, je lui ai expliqué que en France, c'était pas normal qu'on nomme maghrébins les personnes qui viennent d'Afrique du Nord. Les personnes qui viennent d'Afrique du Nord, c'est des Nord-Africains, c'est pas des Maghrébins, parce que quelque part, ils nous renvoient aux colonisateurs arabes. Parce que Maghreb, c'est un mot arabe qui veut dire Occident, qui veut dire... Ah oui, tu as raison. Alors, sur le moment, il me dit, oui, tu as raison. Non. Puis, 2 secondes après, il me dit, moi, j'ai des amis musulmans, mais ils boivent de l'alcool. Je lui dis, il y a des pratiquants et des non-pratiquants. C'est une évidence. Là, tu m'apprends rien. Et c'est des amis maghrébins. Je lui dis, mais qu'est-ce que je viens de te dire il y a 2 secondes, que c'était pas un terme approprié. Ah oui, mais moi, je dis maghrébin et berbère. Sur le coup, je dis, mais je vois pas comment tu fais la différence entre berbère et maghrébin. Oui. Donc, en fin de compte, ils ont une ligne droite, ils ont ils ont leur doxa et ils ne la quitteront pas. Ils ont décidé que c'est en se comportant comme ça qu'ils arriveront au pouvoir. Mais je pense qu'ils font fausse route. Parce que, voilà.
D'accord. Et tu as dit un mot important tout à l'heure, c'était arabe musulman en France. Mhm. Je ne comprends pas, il y a combien d'arabes en France? Parce que l'arabe, c'est l'Arabie. Oui, Ils mais viennent pour beaucoup de Il y a combien d'Arabes Français, qui viennent d'Arabie ici? Parce c'est que triste. Hein, c'est triste. c'est des Amazirs. Hein. Ouais. L'Afrique du Nord, ce qu'ils appellent eux arabes, ce sont des Amazirs. Donc il y a un problème de sémantique. Oui, on a un gros oui, problème de sémantique mais et complètement, de mensonges complètement identitaires. comme le terme maghrébin. Mais Comme le terme maghrébin, absolument. c'est la même chose. Hein. Mais il y a ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a qu'une minorité de Français, et ça c'est bien triste, qui sont conscients de la véritable histoire. La plupart, on mélange tout. D'ailleurs, on l'entend à la télé. C'est dès qu'il y a c'est les Arabes et les Noirs. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'Arabes. Il n'y a pas d'Arabes. Ouais, enfin, il y en a certainement. Non, il y en a. Non, même en France, il y en a. Oui. Mais ils ne sont pas tous arabes. Oui. On met pas tous. Non, mais on comprend bien la perfidie du vocabulaire qu'ils emploient. Mais complètement. C'est une manière de les assigner. Parler des Nord-Africains. C'est de perpétuellement les assigner à une infériorisation perpétuelle. En réalité, ils veulent qu'on reste inférieur. Mais c'est eux qui, haut et fort, vous disent qu'ils sont contre le colonialisme. Non, parce qu'ils soutiennent que des États totalitaires. Ils soutiennent l'Iran, ils soutiennent Cuba, l'Algérie. Il y a une question qui me vient en tête. Ne penses-tu pas que, à ton avis, ne penses-tu pas le fait de dire arabe et donc à s'associer à musulman, tandis que si on dit berbère ou amazir ou Afrique du Nord, est associé justement à la laïcité? Oui, mais tout à fait. Il n'y a pas un truc là-dedans qui fait qu'ils préfèrent utiliser ces mots arabes et musulmans pour justement s'accaparer l'électorat? Non, mais c'est une manière... Non, c'est parce qu'ils sont pour la falsification, ça les arrange. Ils ne veulent pas voir cette population avancer, évoluer. Laïque. C'est la réalité. Hein. D'accord. Mais bon, leur discours, évidemment, quand on entend Madame Panot, Monsieur Mélenchon... J'en cite que deux, mais il y en a toute une ribambelle. Absolument, oui. Et à ton avis, que proposes-tu comme recommandation aux Kabyles pour ne pas tomber justement dans le piège de l'islam, de l'islam politique et de la gauche française, parce qu'ils prennent exactement la même chose que. Moi, je dirais qu'il faut que les Kabyles, ils doivent garder leur singularité. D'ailleurs, quand en France, quand on entend le mot kabyle, pour eux, ils disent toujours qu'on est singulier, on est différent. Donc, garder cette singularité. Il faut peut-être ne pas rester spectateur, comme on dit, regarder les trains qui passent. Il faut peut-être s'organiser, se dire que les prochaines élections approchent. Hein. Vous avez les municipales, il va y avoir les présidentielles. Ce que j'ai à dire, c'est savoir pour qui ne surtout pas voter. Je ne suis pas là pour donner des consignes de vote, mais savoir pour qui ne pas voter. Voilà. Alors, pour les jeunes, les adolescents, ne pas se laisser embrigader, parce que vous voyez, là, il y a eu le sacre du PSG. Ça aurait pu être une fête magnifique. Ça s'est terminé par des violences. Ne pas se laisser emporter. Ne pas rentrer, ne pas montrer que les Kabyles, ce sont des gens, des violents, de la racaille, comme malheureusement certains journaux les appellent. Il ne faut pas se laisser, un peu comme l'islamisme politique, ne pas se laisser entraîner. Être là... moi, je dirais que la France, on est en France, on a la chance d'être en France. Moi, je donne mon exemple. C'est peut-être parce que je suis venue vraiment très jeune en France, 4 ans. Ça m'a permis de m'émanciper. Je serais certainement pas devenue une femme indépendante, autonome, si j'étais restée de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, être en France, c'est une chance. Profiter qu'ils vivent en France, qu'ils puissent s'étudier, de faire des études le plus loin possible, de s'intégrer sans perdre l'identité. Ne pas être, faire des rodéos comme certains jeunes le font, casser, là bientôt le 14 juillet, ne surtout pas participer à ce genre de... Être exemplaire. Je pense que c'est... Et in fine,
un jour, dès maintenant, ils peuvent participer à l'avenir de la Kabylie, dès maintenant, en s'organisant, mais en s'organisant aussi pour être, pour peser en France. Je pense qu'il faut s'organiser, que je le redis, il ne faut pas regarder les trains passer, mais aussi aider la Kabylie, parce que la Kabylie, elle a besoin d'émancipation. Elle est usée d'être opprimée par un État totalitaire, génocidaire même, je dirais, violent, assassin. Donc, je pense qu'ils doivent aussi bien s'investir en France, mais penser à la Kabylie, aider aussi la Kabylie. D'accord. Et certains d'entre eux je l'espère, voudront y retourner et construire un État laïque, démocratique, digne de ce nom. Kabyle, oui. De toute façon, un État laïque, démocratique ne peut s'inspirer que dans le cadre de l'indépendance de la Kabylie. On sait que dans le cadre de l'Algérie, c'est peine perdue, on va dire. C'est impossible, on a tout essayé. Ouais, et bon, maintenant, il faut penser peut-être que les Kabyles doivent penser à leur indépendance à eux et travailler dans le sens de leur liberté. Il faut l'espérer, D'accord. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous laisse le dernier mot de la fin. Et si vous avez quelque chose à rajouter éventuellement pour nos téléspectateurs. Moi, juste une pensée pour tous les prisonniers kabyles qui sont sous le joug de ce pouvoir totalitaire. Je ne vais pas égrener la liste. Elle est longue. Elle est très longue. Elle est beaucoup trop longue. Voilà, j'espère qu'ils pourront tôt ou tard quitter ces lieux sordides, et parce qu'ils ne devraient pas y être. Vu la justice expéditive algérienne, une pensée, une grande pensée pour eux et un soutien. D'accord. Merci à leur beaucoup. famille surtout aussi, parce que c'est les parents, les proches. Merci beaucoup. Merci Louisa. Toute l'équipe de Radio-Télévision Kabyle s'associe à vous justement pour avoir une énorme pensée aux prisonniers kabyles qui sont actuellement dans les geôles algériennes, torturés, violentés. Et tout a une fin, de toute façon. On arrivera à un jour où ils sortiront, où on aura notre indépendance kabyle. Quant à moi, je vous remercie énormément d'être venu. Merci pour votre invitation. Pour votre présence, énormément. Et je dis à nos téléspectateurs, abonnez-vous à notre radio-télévision kabyle. J'espère qu'on aura énormément de monde pour que tous nos messages soient reçus par l'ensemble des téléspectateurs qui verront notre vidéo. Merci bien. À la prochaine. Au revoir.